Alors venons au cœur, enfin à l'introduction de cette matière. Donc on va d'abord définir la notion de système. On parle de système asservi, donc le système est asservi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système? Alors on peut remonter à une définition la définition la plus large, étymologiquement. Un système définit un ensemble organisé. Alors là, c'est particulièrement vaste. Hein. Évidemment, on va préciser. En automatique, un système, un procédé. Un système, c'est un procédé de nature quelconque. On ne suppose rien quant à la physique qui est utilisée, enfin qui modélise ce procédé. Donc ça peut être électrique, mécanique, chimique, économique. Etc. Hein. Donc, l'automatique est une discipline pluridisciplinaire, hein. C'est transversale, en tout cas, des domaines de la physique. Et de ce point de vue-là, elle a un certain degré de généricité. Ce procédé, on lui définit des entrées et des sorties. Alors cette année, on va se limiter à une entrée et une sortie. On va commencer simple, mais c'est pas du tout restreint à mono-entrée, mono-sortie. Les systèmes multivariables, l'automatique des systèmes multivariables s'intéresse au système à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Ils sont pas du tout exotiques. Hein. Il y a énormément de systèmes qui sont multi-entrées, multi-sorties. On va commencer simple, on va traiter dans ce cours le cas monovariant. Et les systèmes dynamiques, un système dynamique, c'est un procédé qui évolue au cours du temps, donc qui n'est pas statique, qui n'est pas en régime permanent. Et l'automatique s'intéresse évidemment à l'aspect dynamique des procédés. L'évolution au cours du temps est un paramètre important pour l'étude de ces systèmes. On cherchera souvent à optimiser la rapidité, par exemple, d'un tel système. Donc là, il faut évidemment étudier son évolution, donc typiquement sa sortie, en fonction du temps. Alors, il y a la notion d'asservissement. Alors, c'est un peu bizarre comme terme. Asservissement, ça fait penser à esclavage. Hein. Alors là, il se trouve que l'esclave, c'est le système, hein, donc c'est la machine, et le maître, c'est l'homme. Alors c'est asservi à quoi? C'est asservi à une consigne. La consigne que donne l'opérateur, l'humain, au système asservi à cette consigne, c'est une grandeur donnée, hein, qui peut avoir différentes unités. Si c'est un asservissement de température, ça peut être une consigne de température. Si c'est un asservissement de vitesse, une consigne de vitesse, etc. Et on veut que le système respecte le mieux possible cette consigne. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte, alors c'est ce qu'on va voir, on va voir comment dans ce cours, il fasse en sorte que la sortie du système converge le plus rapidement possible, le plus précisément possible, avec le moins d'erreurs possible, vers la consigne. C'est ça la notion d'asservissement. Donc, c'est l'asservissement d'un système à une consigne qui vient de l'homme. Alors, j'ai repris tel que les slides de mon collègue Bail, qui a eu dans sa jeunesse, qui vient du sud-ouest en fait, de la France, donc il a pas mal pratiqué le rugby dans sa jeunesse, donc il a imaginé un exemple rugbystique, je ne sais pas si ça se dit. Et donc visiblement, il a eu des mauvaises expériences par rapport aux douches de son club de sport. Alors, vous lirez ça dans le Poly, qui est aussi écrit de sa main, hein, où il détaille ça. Bon, je vais vous faire cet exemple-là, d'abord du point de vue du rugby et des douches du rugby. Et ensuite, je vais vous faire un autre exemple concernant les véhicules. Alors, à la douche. Dans son Poly, il décrit 3 étapes dans la vie d'un joueur de rugby. Donc d'abord, le club au fin fond du Cantal.
Alors, je ne sais pas s'il y en a qui viennent du Cantal, mais enfin, je dégage toute responsabilité quant à ses propos, ses textos, ce qu'il a dit. Donc, au fin fond du Cantal, les douches apparemment sont assez spartiates. Il n'y a qu'un seul bouton, on appuie dessus, ça coule. Et on n'a pas le choix de la température, donc on attend si c'est pas assez chaud. Et si c'est trop chaud, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Voilà. Pas d'asservissement, rien du tout. Hein. Alors ensuite, on évolue, on va à la ville ou je sais pas, dans une bourgade plus grande, et puis les douches sont équipées de 2 boutons cette fois-ci, un bouton de réglage du froid et de réglage du chaud. Alors évidemment, le froid au début il est un peu froid et ensuite il est très froid, et puis le chaud au début il est pas chaud et puis après il est brûlant. Donc en permanence, en fonction de l'évolution des températures des fluides qui arrivent au niveau des 2 robinets, il faut adapter, donc au début ouvrir le chaud à fond, et puis une fois que c'est brûlant, ouvrir le froid, et puis le froid il devient de plus en plus froid, donc il faut remettre un peu de chaud ou baisser le froid, etc. Donc cette action que vous faites sur les boutons sans le savoir, c'est une régulation, vous faites un asservissement. Le capteur, c'est votre peau, qui vous dit trop chaud, trop froid, juste bon. La commande, c'est les robinets. Et la température de consigne, c'est quand ça brûle pas, quand c'est agréable. Voilà. Et puis, vous évoluez au corps, vous passez en professionnel, et puis là, vous avez accès à des sanitaires grand luxe, à des douches grand luxe, qui sont équipées d'une régulation de température. Je ne sais pas si c'est, voilà, un thermostat, c'est réglé. Régulation de température, donc vous avez peut-être déjà vu ça, il n'y a pas de robinet, il y a qu'un thermostat en fait, qui est gradué en degrés. Vous avez un réglage de débit et un réglage de température, donc vous mettez 37 degrés et puis le système se débrouille pour faire le mélange qu'il faut pour avoir toujours 37 degrés, quelle que soit la température des fluides qui arrivent. Et ce, de manière dynamique. Il peut y avoir une modification soudaine de la température d'un des fluides, le système automatiquement compense. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a un capteur de température et il y a un système de mélange qui règle la proportion de froid et de chaud de manière à ce que la température mesurée de sortie soit toujours la plus proche possible de la température de consigne, celle que vous avez réglée au moyen du thermostat. Voilà, alors maintenant je vais vous faire un autre exemple, personnel celui-ci. Bon. Et pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle MATLAB. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu MATLAB, vous avez déjà eu les cours, ça commence. D'accord. MATLAB, c'est le compagnon de simulation de l'ingénieur, a fortiori de l'ingénieur automaticien. Mais MATLAB ne se limite pas à l'automatique. Hein. C'est l'outil de base de l'automaticien, et maintenant il couvre des domaines beaucoup plus vastes, hein, qui vont même jusqu'à l'électronique, simulation de circuits électroniques, l'électronique de puissance, la mécanique, la thermodynamique, enfin, etc. Donc ça vient sous la forme de toolbox, boîte à outils, qui augmente à chaque fois la possibilité de ce logiciel. Mais à la base, c'est un logiciel de simulation de systèmes automatisés. C'est pour ça que je vais vous faire cet exemple en utilisant ce logiciel. Alors... Je démarre une simulation qui porte sur la régulation de vitesse. Alors voici un bloc. Alors pour le moment, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, mais le but de ce cours, ça va justement de vous expliquer comment on modélise les choses et donc quoi mettre, pourquoi il y a les choses que j'ai mis à l'intérieur là dans ce bloc. Pour le moment, je l'ai masqué. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis juste que c'est le modèle d'un véhicule. En entrée, il y a le pourcentage de course de la pédale d'accélération de 0 à 100%.
Et en sortie, il y a la vitesse en km/h du véhicule. Alors déjà, on va voir comment il se comporte en boucle ouverte. J'introduis déjà des termes disons de secours. Boucle ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas de régulation. Je vais mettre en entrée un signal carré. Par exemple, je vais mettre un signal qui varie de 0 à 100%. Donc je vais simuler un démarrage à fond du véhicule, c'est-à-dire on appuie sur la pédale à 100%. Je suppose que le véhicule est automatique, qu'il n'y a pas d'histoire de boîte de vitesse ni rien, donc que la sortie est relativement lisse. Alors pour ça, j'ai accès à une boîte à outils que je vais ouvrir, qui contient un certain nombre d'éléments, et notamment l'élément échelon et un élément très utile en simulation, c'est l'élément oscilloscope. Alors je vais chercher ça dans Source. Je vais prendre l'échelon et je vais le mettre en entrée. Évidemment mon écran n'est pas assez grand. Je vais un peu réduire ça. Là. Je le mets là. Je le connecte à l'entrée. Donc je définis d'abord les paramètres de cet échelon. Le temps à partir duquel je vais mettre l'échelon, ça va être 0 secondes. La valeur initiale de l'échelon, ça va être 0. Et la valeur finale, il va passer de 0 à 100%. Je connecte ça à l'entrée du véhicule. Bon. Si là je simule, il ne va pas se passer grand chose si je ne mets pas de moyen de mesure. Alors un moyen de mesure, c'est dans Things. Je vais prendre un oscilloscope et je vais le brancher sur la sortie. Voilà. Je vais aussi redéfinir les paramètres de la simulation et notamment changer l'horizon de simulation. Je vais simuler sur 15 secondes. Donc, je commence à 0 et je finis à 15 secondes. Je démarre la simulation, Start. Je visualise l'oscilloscope. Voilà. Donc vous avez l'amorce d'une courbe. Cette courbe, c'est une exponentielle qui va converger vers 180 km/h. On estime que c'est un véhicule, enfin là c'est le modèle d'un véhicule qui peut aller au maximum sur terrain plat à 180 km/h, qui a une constante de temps de 30 secondes, donc qui va à 5% près au bout de 30 secondes. Et vous voyez que de 0 à 100, il le fait à peu près en 11 secondes. Bon, c'est un véhicule moyen, de puissance, je sais pas, un peu plus que 100 chevaux. Ça donne à peu près ce genre de caractéristiques. Ok, alors maintenant on veut faire un régulateur de vitesse. Comment faire? Alors vous savez déjà faire un asservissement de vitesse lorsque vous conduisez. Vous le faites manuellement, on peut dire. C'est-à-dire, si vous êtes en ville et qu'il faut respecter le 50, ou s'il y a un radar et qu'il faut respecter le 110, par exemple, qu'est-ce que vous faites de manière fréquente? Vous allez lire l'indicateur de vitesse. S'il est supérieur à la valeur de consigne, vous allez lever le pied. S'il est inférieur, vous allez enfoncer la pédale. Alors, qu'est-ce que vous commandez avec la pédale? À votre avis, qu'est-ce que vous commandez? Oui, c'est plutôt l'accélération, mais c'est plutôt le couple, en fait. Les pédales d'accélérateur c'est grosso modo le couple sur les roues que vous commandez. Donc, en première approximation, si vous négligez les frottements du véhicule, c'est son accélération que vous allez commander. Donc effectivement, vous faites cet asservissement en permanence, vous regardez la vitesse, vous la surveillez et vous adaptez le pourcentage d'enfoncement de la pédale en fonction de ce que vous voyez.
Alors le régulateur de vitesse permet de faire ça automatiquement. C'est-à-dire que vous allez indiquer une consigne de vitesse et ce régulateur va commander l'équivalent de la pédale. Alors il ne va pas appuyer et modifier, la pédale ne bouge pas, donc c'est fait électroniquement. Maintenant sur les nouveaux moteurs, l'injection est commandée électroniquement, donc il suffit d'envoyer une variable à un calculateur pour lui dire voilà le pourcentage de couple que je veux. Et ce régulateur va faire votre travail de manière automatique. Et vous pouvez ainsi penser à autre chose et notamment se concentrer par exemple sur la circulation. Alors comment ça peut fonctionner ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors il y a une idée très simple, c'est l'idée de base de l'automatique, c'est de comparer ce qu'on veut avec ce qu'on a. C'est ce que vous faites lorsque vous régulez votre vitesse. Et admettons que vous rouliez à 110 et qu'il faut faire du 100. Vous êtes trop rapide, donc vous allez comparer ce que vous voulez, 100, vous allez soustraire ce que vous voyez, ce que vous mesurez, 110, ça va faire moins 10, et ce moins 10 va refléter, même son signe, hein, ce que vous devriez faire sur la pédale. Hein, donc moins 10, ça, par exemple, ça ferait moins 10%, avec un gain de 1 par exemple, sur la pédale d'accélération, de manière à passer de 110 km/h à 100. Donc vous voyez, si on fait un système qui en permanence fait la soustraction entre ce que vous voulez moins ce que vous avez, et qu'il envoie la différence au véhicule, enfin à la pédale d'accélération, à ce moment-là, vous avez une chance d'avoir un comportement qui est à peu près similaire à ce que vous faites vous, hein, quand vous régulez la vitesse. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour ça, je vais importer un comparateur. Donc c'est un bloc Math Operation. C'est un bloc qui va qui va comparer, qui va faire une soustraction. Bon là c'est une addition, mais il faut que je le change en soustraction. Voilà. Qui va comparer la grandeur que vous voulez, ça s'appelle la consigne, à la grandeur que vous mesurez, donc la mesure. Voilà. Donc en permanence on compare les deux et le résultat sert à commander le système. Voilà, on va regarder si ça marche. Alors ici il faut que le step là, avant c'était un pourcentage de pédale d'accélérateur, maintenant ça devient une consigne de vitesse. Donc j'avais 100 au niveau de l'échelon là, si je le laisse, hein, ça se transforme de pourcentage d'accélérateur à consigne de vitesse. Donc là, si je simule ça, c'est comme si je simulais un asservissement dont la consigne est 100 km/h, si je changerais. Mais je pourrais mettre 50 et à ce moment-là, la consigne serait 50 km. Donc ça, c'est ce que vous réglez là-dedans, dans ce bloc-là, en changeant cette valeur-là. C'est là que vous réglez la consigne de votre régulateur de vitesse. Alors on va voir si ça fonctionne. Bon, ça n'a pas l'air de marcher des masses. Alors la consigne c'est 100. Hein. Là au bout de 15 secondes, on est seulement à 70. Alors on va voir si on laisse tourner, si on attend un peu plus, si ça converge quand même vers 100. Bon, ça va déjà dans la bonne direction, hein, c'est rassurant. Mais visiblement, ça y va pas vraiment comme on veut. Donc je vais mettre 30 secondes pour voir ce qui se passe un peu plus loin. Bon, problème, ça converge vers 80. Alors, c'est pas vraiment étonnant ça. Hein. Pourquoi ? Parce que vous voulez 100.
pour faire 100 km/h, il faut quand même enfoncer un minimum la pédale d'accélération. D'accord ? Or, avec ce genre de régulation, lorsque vous atteignez la consigne de vitesse, si maintenant vous roulez à 100 km/h avec une consigne de 100, la différence, ça sera 0. Donc ce que je vais envoyer là, ça va être 0% de pédale d'accélérateur. Donc une fois que vous avez atteint votre consigne, là, vous appuyez plus du tout sur votre pédale. Donc clairement, le véhicule décélère. 100 km/h, lorsque vous relâchez la pédale, à moins d'être dans une descente, ça décélère. Donc ça ne peut pas converger vers la valeur finale. Alors une idée serait de dire, oui, mais si on se permet, mettons, juste 1 km/h d'erreur, à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir 99 km/h lorsque la consigne est 100. Et si on multiplie l'erreur, donc on aura une erreur de 1 km/h, et pour avoir quand même une pédale qui est enfoncée de manière substantielle, suffisante, au lieu d'envoyer directement l'erreur là, de km/h en pourcentage de pédale enfoncée, on pourrait le multiplier par 10 par exemple. Est-ce que ça ne suffirait pas pour avoir une erreur plus petite ? On va essayer. Donc là, on va rajouter entre les deux là un gain. Donc l'erreur, on va la multiplier par 10. Donc c'est toujours dans maths. On va se prendre un gain. Et puis on va mettre 10 au niveau de ce gain. Et on va resimuler. Ça a l'air de mieux marcher. L'air. Alors, ici, en 10 secondes, donc c'est à peu près le maximum que peut faire la voiture. Forcément, il y a une saturation. Vous ne pouvez pas accélérer de 0 à 100 en une microseconde. C'est pas, moins d'avoir une puissance de plusieurs gigawatts. Donc, ici, il y a une saturation, donc c'est dans le bloc bleu. Cette saturation est modélisée, qui fait que jamais vous allez arriver de 0 à 100 en moins de 11 secondes, en moins de la performance maximale de la voiture. Donc ça, de ce point de vue-là, on a un temps de réponse qui est correct. On ne peut pas espérer beaucoup mieux. Alors, on a effectivement une erreur entre la valeur qu'on veut et la valeur qu'on mesure qui subsiste. Vous voyez, elle est là. C'est normal. Parce que si on avait 0, ça voudrait dire qu'on n'appuie plus sur la pédale. Ça se peut pas. On ne peut pas à la fois rouler à 100 km/h et ne pas appuyer sur la pédale. Donc cette erreur-là va toujours subsister. Vous notez quand même qu'elle a sérieusement diminué par rapport à avant. Avant, on était arrivé à 80 km/h. Là, on arrive à pratiquement 99. Mais vous notez un autre phénomène, une oscillation là, et puis un dépassement également. Alors ça, c'est pas vraiment souhaitable, surtout si vous avez un radar. Imaginez que vous n'ayez pas de chance. À cet endroit-là, là, vous passez devant le radar. Et voilà. Un point en moins. Donc, là, typiquement, vous avez un phénomène qui apparaît, qui s'appelle le dépassement, qu'on va étudier dans ce cours, et qui n'est pas souhaitable dans ce cas-là. Et puis, par ailleurs, l'erreur, là, elle n'est pas souhaitable non plus. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginez maintenant que vous abordiez une... Oui. C'est ce que je vais vous apprendre dans ce cours. C'est pas évident. Donc ça, je peux pas vous l'expliquer comme ça avec les mains. Quoique, non, c'est assez dur. C'est difficile à. Ouais, on a avant il n'y avait pas de dépassement. Avant, on réagissait. Si tu veux, je peux faire une analogie avec des styles de conduite.
Il y a la conduite pépère, hein, où on y va doucement jusqu'à la consigne de vitesse. Donc on ne surestime pas la façon dont on appuie sur l'accélérateur. Donc dans ce cas-là, quand on y arrive, on a le temps de voir qu'on y arrive et on a le temps de relâcher la pédale avant qu'on dépasse. Et puis il y a la façon sportive de conduire. Imagine, tu as une Ferrari qui accélère de 0 à 100 en 3 secondes. Tu n'as même pas le temps d'appuyer sur la pédale que déjà tu es à 100, quoi. Oups, je suis à 100, donc tu relâches, mais le temps que tu relâches, tu as déjà dépassé 100. C'est ça. Donc c'est exactement ça, c'est le gain. Hein. Bon, sauf que le gain, dans le cas d'une Ferrari, il est au niveau du moteur. Hein. C'est qu'il réagit plus vite. Mais voilà, c'est l'analogie avec les mains, quoi. Mais tout ça, ça se modélise. Oui. Pourquoi je Parce que si elle avait atteint la vitesse de consigne, à ce moment-là, l'erreur ici aurait été nulle. Donc, le pourcentage de pédale d'accélérateur aurait été nul. Avec un accélérateur à 0, tu ne restes pas à 100. Il faut toujours qu'il y ait une erreur. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas tolérer même 1 km/h d'erreur. Je vais rajouter un effet dû à une pente, par exemple. Vous amorcez une descente maintenant. Donc, cette descente, va intervenir là dans ce modèle comme un élément perturbateur qui va accélérer le véhicule. Je vais le modéliser en rajoutant, mettons, 10 ou 15 km/h sur la mesure de vitesse. Donc je vais mettre un additionneur en sortie qui va augmenter la vitesse. C'est comme ça que je vais le modéliser en première approximation. Hein. Bon, après, on peut modéliser ça plus finement. Et on va voir ce qui se passe. Donc je vais rajouter un additionneur. En sortie. Je vais refaire la contre-réaction, mais cette fois-ci en prélevant la valeur qui sort de l'additionneur, donc la valeur qui aura été accélérée, la mesure suite à la descente. Hein. Alors je vais considérer que la descente intervient au bout de 10 secondes. Donc je vais mettre un échelon là qui va rajouter de la vitesse. Donc je vais faire le temps là, c'est 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on aura un échelon. Cet échelon passera de 0 à 15 km/h. Donc on va rajouter sur la mesure. Voilà. Et je vais voir ce qui se passe. Donc vous voyez, au bout de 10 secondes, on a cet échelon là qui se rajoute. Hein. Donc là, vous avez le comportement dit en rejet de perturbation de cet asservissement. Et là aussi, vous voyez que le dépassement est relativement important et qu'il subsiste une erreur statique. Donc là, vous voyez, vous avez vu au travers de cet exemple, disons, différents aspects de l'automatique, des systèmes continus. Un véhicule peut être modélisé de manière continue. D'ailleurs, les premiers régulateurs de vitesse sur les véhicules non électroniques, hein, c'était notamment les voitures américaines qui avaient ça, étaient des régulateurs analogiques, enfin continus et souvent pneumatiques, avec des systèmes pneumatiques, voire électriques, hein, et qui étaient à temps continu, qui n'utilisaient pas d'ordinateur. Et on a vu donc la notion d'erreur statique, hein, cette erreur qui subsiste entre ce qu'on veut et ce qu'on a. La notion de correcteur, sans le dire, ce gain-là,
ça constitue le correcteur de l'asservissement. On a commencé de manière très intuitive à régler ce correcteur en passant de 1 à 10. On a quand même amélioré un tout petit peu le comportement, mais on a vu qu'il y avait des phénomènes parasites qui commençaient à apparaître, et notamment le dépassement qui apparaissait. Et le but de ce cours, ça va être de régler ce correcteur, donc de définir cette partie-là. Cette partie-là, c'est purement du signal. C'est quelque chose auquel vous avez accès. C'est par exemple un gain d'un ampli-op quelque part. Donc c'est des petits signaux, c'est à vous de le régler. C'est le boulot de l'automaticien de régler ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dépassement, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur résiduelle, et de manière à ce que ça réagisse le plus vite possible. C'est l'objectif de ce cours, régler ce correcteur. Voilà, mais pour faire ça, il va falloir un peu bosser. C'est pas si simple, et notamment modéliser ce qu'il y a dans la boîte bleue. Et modéliser ce qu'il y a dans la boîte bleue, pour modéliser ça, il faut des outils. C'est ces outils que je vais vous expliquer au travers de ce cours. Et il faut aussi des outils ensuite pour passer du modèle au réglage du correcteur qui n'est jamais un gain. C'est toujours un peu plus compliqué qu'un gain. Voilà. Donc vous avez eu la version rugby et puis la version véhicule. J'espère que ça vous donne un peu, précise un peu les objectifs de ce cours. Alors, pour finir cette introduction, un peu d'histoire. Les régulations, ça date pas d'hier. On trouve les premières traces de régulation avec la clepsydre, 270 avant Jésus-Christ, donc c'est pas récent. Alors, qu'est-ce qui est régulé à ce niveau-là ? C'est relativement basique. Une clepsydre, c'est une horloge. Cette horloge est basée sur le débit d'écoulement goutte à goutte à ce niveau-là. Donc on suppose qu'ici on a un débit constant, du coup ici on peut graduer le niveau d'eau en temps. Encore faut-il que le débit ici soit constant. Pour qu'il soit constant, il faut que la pression à ce niveau-là soit constante. Pour que la pression à ce niveau-là soit constante, il faut que la hauteur ici soit constante. Pour que la hauteur là soit constante, il suffit d'avoir ici beaucoup d'eau qui arrive, et plus en tout cas, un débit supérieur à l'écoulement là, et l'excédent, il est évacué au moyen d'un trop-plein, ici B, qui permet de réguler le niveau. Donc si vous êtes au-dessus du niveau, ça s'écoule par le trop-plein. Si vous êtes en dessous, le trop-plein, il n'y a rien qui s'écoule, et du coup ça régule. C'est une régulation pratiquement tout ou rien. Non, un peu plus... Non, c'est une régulation, je pense, qui est plutôt proportionnelle. Mais avec un gain quand même relativement important. Il suffit que vous dépassiez légèrement le trop-plein pour que le débit d'évacuation augmente très très vite. Donc vous avez un gain très important, et vous n'avez jamais, évidemment, là aussi, parfaite égalité entre le niveau du trop-plein et le niveau d'eau, parce que sinon ça ne s'écoule pas. Bon, voilà, première trace de régulation dans l'histoire. Ensuite, la régulation est quand même liée aux machines. C'est de l'asservissement des machines à l'homme. Donc, qui dit asservissement des machines, dit machine. Donc, quelque part, il faut des machines. Et des machines, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire jusqu'à l'apparition de la machine à vapeur, qui est le moteur de la révolution industrielle. Donc, c'est ce qui a permis d'aboutir à tout ce qu'on a aujourd'hui, en très peu de temps. Alors, la machine à vapeur était équipée d'une régulation qui a servi quand même pendant pas mal de temps, qui sert maintenant encore sur certains systèmes, notamment sur des turbines à eau. Alors, c'est le régulateur à boule. Vous avez déjà vu ce genre de système ? Non ? Alors,
le principe est assez astucieux. C'est un régulateur de vitesse de rotation. Comment faire une régulation de vitesse quand on n'a pas d'électronique? Au début de la machine à vapeur, on n'avait que de la mécanique. Donc comment réguler une vitesse avec des systèmes mécaniques? Tout simplement avec le régulateur à boules. Et on utilise la force centrifuge pour réguler la vitesse. Donc ces deux boules, ces deux maslottes sont articulées avec deux axes, autour d'un axe qui est là. Ici vous avez un axe, et donc elles peuvent s'écarter ou se rapprocher, comme ça. Et d'autre part, ces deux maslottes tournent autour d'un axe vertical. Cet axe vertical tourne à la même vitesse que la machine à vapeur. Donc plus la machine à vapeur tourne vite, plus la force centrifuge va être importante, plus les boules vont s'écarter. Si les boules s'écartent, vous voyez qu'il y a un système mécanique là qui lève une fourchette, ce qu'il appelle une fourchette là. Donc quand ça va s'écarter, ça va tirer là, cette distance va augmenter, donc ce point-là va s'élever. Et donc la fourchette là, ce point de la fourchette va s'élever, et donc la fourchette va être actionnée. Donc vous voyez que la fourchette, ce point de la fourchette va vers le haut lorsqu'on accélère, lorsqu'on va plus vite, et va vers le bas lorsqu'on décélère. Imaginez ici une vanne d'amener de vapeur, une vanne qui commande le débit de vapeur. Donc ce point-là, donc ici vous avez un axe, cette fourchette monte et descend à ce niveau-là, donc descend et monte à ce niveau-là. Ici, vous pouvez très bien faire un système de telle manière que lorsque on descend à ce niveau-là, donc ça veut dire qu'on va trop vite, ça ferme l'arrivée de vapeur. Et inversement, lorsqu'on monte à ce niveau-là, ça ouvre l'arrivée de vapeur. Donc vous avez réalisé de manière mécanique, de manière assez simple, assez robuste aussi, un régulateur de vitesse. Alors après, vous me direz, ouais, mais comment réguler la vitesse exactement? Moi, je veux tant et tant de tours minute, comment je fais? C'est en changeant les maslottes, la position des maslottes. Alors ça, c'est pas très pratique parce que ça peut pas se changer à la volée. Il faut arrêter le système. Mais c'est des machines qui tournaient toujours à la même vitesse, dont on ne changeait pas la vitesse de rotation, donc ça pouvait convenir. Donc vous voyez, la consigne ici n'est pas pratique à donner. C'est changer la position des maslottes. Il y a des systèmes mécaniques qui sont apparus par la suite pour régler le gain de la fourchette là, et qui permettaient de changer la consigne de manière plus pratique et aussi à la volée. Enfin là je ne vous en parle pas, je vous donne juste le principe de base de ce régulateur à boules. Alors les systèmes asservis, l'étude des systèmes asservis consiste en partie, en premier, à assurer la stabilité de ces systèmes. Très facilement, vous pouvez avoir un système qui devient instable, même avec un régulateur à boules. Imaginez une situation où c'est pas évident à illustrer de manière, disons, intuitive, mais imaginez un régulateur, une régulation de température, toujours la douche, voilà. On revient sur la régulation de température au niveau de la douche, où vous avez des retards importants au niveau de la commande des robinets. Imaginez que vous commandiez des robinets et puis que le temps que ça sorte et que vous le mesuriez, l'effet de vos actions sur les robinets, ça mette 5 secondes. Donc vous tournez, c'est trop froid, vous tournez, mais au bout de 5 secondes, vous sentez toujours rien, donc vous continuez à tourner. Et puis au bout de 5 secondes, c'est vraiment super chaud, du coup vous refermez. D'autant plus que vous êtes ébouillanté, donc vous refermez encore plus vite.
et puis 5 secondes plus tard, il n'y a toujours rien, quoi. Donc là, vous fermez carrément, et vous voyez qu'avec un processus comme ça, on peut très bien osciller en permanence. Ça c'est un système qui devient instable, et notamment les retards font des systèmes instables. Alors l'automatique s'intéresse en premier à assurer que le système soit stable, et ça on peut le démontrer. Et ces théories, les gens qui ont inventé des théories pour démontrer la stabilité, l'ont fait à des époques quand même assez reculées. Vous voyez Maxwell, Root, Lyapunov. On va voir par exemple dans ce cours le critère de Root, qui est un critère de stabilité. Ça a été inventé à la fin du 19e siècle. Les théories nyquistes de Bode, d'Evans, les lieux d'Evans, les diagrammes de Bode, c'est des choses qui ont été inventées dans la première moitié du XXe siècle. Et on a aussi les théories modernes, qui sont la représentation d'état, le filtrage de Kalman par exemple, le théorème de Pontryagin, qui ont été inventés à la moitié, au milieu du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on va vous apprendre dans ce cours ? Premièrement, on va vous apprendre à modéliser. Modéliser, ça veut dire avoir une équation mathématique, un modèle mathématique qui se rapproche le plus possible d'une réalité. En tout cas, d'une réalité qui vous intéresse. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais un modèle parfait, ça n'existe pas ça. Mais vous aurez le modèle qui va vous servir pour ce que vous voulez en faire. On va vous apprendre ça. Pour obtenir ce modèle, vous pouvez soit écrire les équations du système, les vraies équations de la physique du système, ou alors vous pouvez, donc ça c'est l'approche où vous avez une boîte avec une entrée et une sortie, vous ouvrez la boîte, vous sortez tout ce qu'il y a dedans, vous mesurez tout ce qu'il y a dans la boîte, vous remettez tout dedans, vous écrivez les équations à partir de ce que vous avez vu dans la boîte. Puis il y a l'autre solution, vous laissez la boîte fermée, ou éventuellement vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir cette boîte, vous mettez un signal en entrée, un signal pertinent, assez riche spectralement, en fréquence, vous regardez ce qui sort, et vous en déduisez, sans ouvrir la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'appelle l'identification. Ça marche bien aussi, et c'est assez pratique. Ensuite, on va vous apprendre à analyser les systèmes, à caractériser les différentes propriétés du système. On en a déjà vu là, l'erreur statique, le dépassement, le temps de réponse à 5% par exemple, la pseudo-période, enfin toutes ces choses-là, les caractéristiques fréquentielles des systèmes et temporels. Et ensuite, une fois que vous connaissez parfaitement votre système, que vous l'avez analysé, vous allez calculer un correcteur. Alors on a fait un correcteur élémentaire, ce gain 10 là, ça ne marchait pas bien. On va vous apprendre à faire des correcteurs qui marchent et qui respectent un cahier des charges. Le cahier des charges, il vous vient, si vous travaillez dans le domaine, il vous viendra de votre chef, des commerciaux qui vous diront on veut une voiture qui a un régulateur de vitesse sans dépassement avec une erreur statique nulle et puis avec un temps de réponse pour une perturbation de 15 km/h de moins de 1 seconde. On vous dira ça. Débrouillez-vous. Donc il vous faut modéliser la voiture, il vous faut analyser son comportement fréquentiel, temporel, etc. Et ensuite, il vous faut synthétiser un correcteur. Et tout ça, c'est ce que vous allez apprendre dans ce cours. Alors, quelles sont les limites de ce cours ? Donc, j'en ai déjà parlé, on va se limiter au système monovariable, qui possède une seule entrée et une seule sortie. Bon, ça regroupe quand même pas mal de systèmes déjà. On va se limiter au système à temps continu. Ça s'oppose au système à temps discret. Qu'est-ce que c'est qu'un système à temps discret ? C'est un système échantillonné, c'est un système numérique.
Quand vous avez un régulateur qui est fait à partir d'un calculateur, vous avez une discrétisation du temps. C'est-à-dire que le calculateur ne va pas travailler de manière continue. Il ne peut pas. Il y a une certaine puissance de calcul, vous ne pouvez pas travailler en flux tendu, en processant les données de manière continue. Ça, c'est pas possible. C'est seulement possible en électronique, par exemple. Vous utilisez des composants pour faire un gain, un ampli-op, par exemple, pour faire un filtre actif, ou passif d'ailleurs. Et là, le signal est traité à la vitesse de la lumière, donc quasiment instantanément. Dans un processeur, ce n'est pas le cas. Donc on discrétise le temps, on fait des pas, on traite pas à pas. Alors le traitement discret de l'information, c'est l'année prochaine, le cours de commande numérique. Cette année, on se contente des systèmes à temps continu, c'est-à-dire faits avec des composants électroniques continus de type ampli-op, kappa, résistance, inductance. On se limite au système linéaire. Alors un comportement linéaire, c'est un système linéaire, c'est un système auquel on peut appliquer le principe de superposition. C'est-à-dire si vous avez plusieurs entrées, chaque entrée a un effet sur la sortie. Si vous mettez toutes les entrées ensemble, c'est la somme des contributions indépendantes de chacune des entrées. Par exemple, c'est une illustration de la caractéristique de linéarité. On va se contenter d'étudier dans ce cours les systèmes linéaires. Pour les systèmes non linéaires, il faudra éventuellement que vous attendiez la 3e année si vous faites l'option ISAE. C'est quand même beaucoup plus compliqué et il se trouve que la plupart des systèmes non linéaires peuvent être linéarisés, donc cette théorie ne perd pas trop de sa généralité. Seule une infime partie des systèmes existants ne peuvent pas se linéariser. Pour ça, il faut la théorie plus complexe des systèmes non linéaires. Voilà, alors on va passer à la première partie qui s'intitule Système à temps continu. Voilà le plan. Alors on va voir d'abord la modélisation des systèmes à temps continu avec la mise en équation d'un système physique au moyen d'équations différentielles. Ensuite on va voir les propriétés et puis on va voir comment représenter temporellement ces systèmes et comment représenter fréquentiellement ces systèmes. Et la correspondance entre les deux représentations temporelles et fréquentielles. Alors, dans ce cours, on a pris, enfin, c'est M. Bayle qui avait pris ce parti, de vous apprendre en même temps les deux représentations les plus utilisées en automatique. La représentation temporelle et la représentation fréquentielle. C'est pas classique. D'habitude, ce qu'on enseigne aux étudiants, dans l'ordre, c'est d'abord la représentation fréquentielle, les fonctions transfert, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui sont quelque part, ça s'obtient avec un calcul qui est assez similaire de la transfo de Fourier, à un changement de variable près. Cette représentation fréquentielle est plus simple, plus simple à comprendre. Vous la voyez aussi dans d'autres matières, comme en électronique par exemple, où on vous apprend par exemple à synthétiser des filtres. Et là, on vous parle aussi de fonctions transfert, et c'est la représentation fréquentielle des systèmes. Donc il y a une analogie aussi avec d'autres matières. Par contre, la représentation d'état, je ne pense pas que vous l'ayez déjà vue. C'est quelque chose qui est quand même plus récent aussi dans l'histoire de l'automatique, mais qui sert énormément et qui permet notamment de tirer parti des moyens numériques actuels, et notamment des ordinateurs. Voilà, donc on va vous présenter dans ce cours les deux en même temps. Et on va aussi faire le lien entre les deux. Ensuite, on va s'intéresser aux réponses des systèmes à temps continu, la réponse temporelle et la réponse fréquentielle. Réponse temporelle, c'est évolution du système en fonction du temps. Réponse fréquentielle, c'est le spectre
du système. Donc sa réponse, par exemple son gain en fonction de la fréquence ou son déphasage en fonction de la fréquence. Et on va aussi voir comment simplifier la représentation d'un système au maximum. Troisième partie, on va analyser ces systèmes à temps continu et on va voir les notions de commandabilité et d'observabilité qui sont propres à la représentation d'état et la notion de stabilité qui est fondamentale, qui permet de savoir une information, disons, de base sur un système, est-il stable ou non. D'abord la partie 1, mise en équation d'un système physique. Pour ça, on va traiter 4 exemples. Le premier exemple, c'est un moteur à courant continu. Alors, pour ceux qui ne savent plus comment ça marche, ici on vous rappelle brièvement le principe d'un moteur à courant continu, qui est un des actionneurs de base d'ailleurs, qui sert encore actuellement très souvent. Alors un moteur à courant continu est, comme son nom l'indique, alimenté par une tension, une source de tension continue, qui en l'occurrence est variable. Ici, cette source de tension continue alimente les balais. Ces balais frottent au niveau d'un collecteur. Ce collecteur est lui-même constitué de lames, de différentes lames conductrices séparées par un isolant et qui sont chacune de ces lames connectées à des spires. Et ces spires sont au niveau du rotor. Donc le collecteur et le bobinage est au niveau du rotor, donc ce qui tourne, alors qu'au stator, donc ce qui est fixe, vous avez un champ magnétique permanent qui peut être créé par un aimant permanent ou éventuellement par un bobinage parcouru par un courant continu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un collecteur? À quoi sert le collecteur? Pourquoi on s'amuse comme ça à faire un contact tournant? Tout simplement parce qu'ici, ce qu'on souhaite, alors le vecteur force, qui est la force qui agit sur ce brin, par exemple, sur ce conducteur-là, elle est normale à ce conducteur, elle est dans ce sens-là, et dans ce sens ou dans ce sens, pour la règle des doigts là, donc elle est tangente au rotor, et elle est perpendiculaire à ce plan de spire. Alors vous comprenez bien que si on veut maximiser le couple d'un tel moteur, il faut que cette force-là s'exerce sur la spire qui est horizontale. Si vous l'exercez sur une spire qui est en biais comme ça, ça va faire une force qui ne produira pas un couple qui est optimum par rapport à la direction du champ permanent, qui est celle-ci. Donc on veut toujours, donc vous avez une force qui va toujours être verticale, mais suivant l'orientation de la spire, cette force va créer un couple qui va baisser, plus cette spire va s'éloigner de la position horizontale. Donc on veut toujours que ça soit la spire horizontale qui soit parcourue par le courant. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de commuter les spires. C'est-à-dire ce courant-là, on va toujours se débrouiller pour l'amener à la spire qui est horizontale. Et chaque lame du collecteur va créer un contact avec d'autres spires. Ça va, bon, alors c'est des positions discrètes, c'est sûr, vous n'aurez jamais une continuité parfaite du couple, mais on va passer d'une spire à l'autre de manière à toujours avoir un plan horizontal de spire, en l'occurrence. Voilà comment ça marche. Donc ça c'est le principe de ce moteur. Alors on peut aussi noter que lorsque le rotor va commencer à tourner, ces spires vont commencer à avoir une vitesse là dans le champ permanent. Qui dit vitesse de déplacement d'un conducteur dans un champ dit force électromotrice. Donc il va y avoir ce qu'on appelle apparition d'une force contre-électromotrice. Elle va s'opposer à la tension que vous mettez aux bornes de ce moteur. Ça c'est une autre caractéristique de ce moteur, et il se trouve que cette force contre-électromotrice
va être proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Alors pour information, il existe des moteurs à courant continu dits brushless. C'est tous les moteurs que vous avez dans vos PC, par exemple, au niveau des ventilateurs. Il n'y a pas de balai. Et là, la commutation des spires est réalisée de manière électronique, avec des composants de puissance. C'est évidemment la version moderne du moteur à courant continu. Ce moteur à courant continu, il a 200 ans. Il est plus que obsolète dans son principe, hein, et notamment le principe de contact glissant était faisable au début de l'électrotechnique. Alors que maintenant, on a des composants de puissance qui savent commuter des courants de plusieurs milliers ampères avec plusieurs milliers de volts, sans étincelles, sans contact glissant. Donc évidemment, on utilise ces nouvelles technologies. Néanmoins, ce moteur existe toujours, notamment pour des questions de coût, parce qu'il est très facile à produire et donc pas cher à produire. Alors, voici maintenant son modèle simplifié, épuré. Là, on avait le principe physique et on va essayer de décrire ça sous la forme de schéma. Alors, vous avez la partie électrique. Alors, ça se symbolise comme ça, un moteur à courant continu. Une tension, un courant, là c'est les balais, et puis là vous avez la partie mécanique avec un couple, c'est ce fameux couple qui naît du passage du courant dans la bobine du rotor, là, dans la spire du rotor, hein, ce fameux couple, qui est proportionnel d'ailleurs à l'intensité du courant, ça aussi c'est important, hein, à champ statorique fixe, vous avez proportionnalité entre courant qui passe dans la spire et couple, hein, c'est normal. Et c'est intéressant. Et donc ça va produire une rotation de l'arbre, une vitesse de rotation qu'on note W ici. Et on définit aussi un frottement visqueux là au niveau de l'arbre. Un frottement visqueux, c'est un frottement qui varie proportionnellement à la vitesse de rotation. Il est nul lorsque ça ne tourne pas et il augmente de manière proportionnelle à la vitesse de rotation. Bon, alors la partie électrique peut être modélisée de cette manière-là. Vous avez cette source de tension qui alimente le moteur. Ensuite, le courant passe de la partie fixe à la partie mobile via le collecteur. Quand il arrive au niveau de la partie mobile, il passe dans la spire. Là, cette spire, elle a une résistance R, une inductance L, et naît dans ces spires, en fonction de la vitesse de rotation, une force contre-électromotrice, un potentiel qui va s'opposer à celui que vous allez mettre aux bornes de ce moteur. Ce potentiel contre-électromoteur ou force contre-électromotrice s'appelle ici E de T. Alors, ce qui est intéressant de noter, de comprendre, pour comprendre comment fonctionne ce moteur, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on le met sous tension alors qu'il ne tourne pas. Lorsqu'il ne tourne pas, ce moteur, ce E de T est égal à 0. Il n'y a pas de force contre-électromotrice. Donc, le courant qui va s'établir très très rapidement dans la spire va uniquement dépendre de R et de L, de la résistance et de l'inductance de la spire. Il se trouve que la constante de temps, donc le temps d'établissement de ce courant, lorsque vous mettez un échelon de tension là, est très très court. Donc très rapidement, vous allez avoir un courant qui va s'établir, qui va avoir pour valeur U sur R. Et ça peut être très très important, hein. C'est pour ça qu'au démarrage de ces moteurs, le couple de ces moteurs est très important. Et ce couple-là va diminuer au fur et à mesure que le moteur va accélérer. Pourquoi ? Parce que va s'opposer à ce potentiel, le potentiel contre-électromoteur dû à la vitesse de rotation. Donc un tel moteur, plus vous allez le freiner, moins il va tourner vite, plus ce E de T va diminuer, et donc plus le courant va augmenter, et donc plus il y aura de couple. Donc naturellement, dans un tel moteur, vous avez déjà une contre-réaction. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est au niveau de ce E de T. Naturellement, vous avez un asservissement de vitesse
dans un moteur à courant continu. Lorsque vous le freinez, à la limite, lorsque vous le bloquez, le E de T va être nul, donc le courant va être maximisé, donc le couple va être maximisé, et donc ça régule quelque part la vitesse de rotation. De manière très très simple et sommaire, c'est un gain proportionnel. C'est pour ça aussi que ce moteur a eu pas mal de succès à des temps où on ne savait pas trop bien faire des régulations de vitesse. Bon, ça c'était un aparté. Alors, on va maintenant écrire les équations de ce moteur. Tout d'abord, l'équation mécanique. La somme des couples est égale à J fois l'accélération angulaire. Je pense que vous connaissez ça, hein ? Alors la somme des couples, c'est le couple moteur moins le couple dû au frottement visqueux. Les frottements visqueux s'opposent au couple moteur et dépendent, sont proportionnels à la vitesse de rotation. C'est pour ça qu'on a ici moins F fois oméga. Donc ça, c'est la somme des couples sur l'arbre, est égale à J, donc l'inertie de l'arbre, fois son accélération, à savoir la dérivée de la vitesse de l'arbre par rapport à T. Première équation différentielle, l'équation mécanique. Merci. Deuxième équation. L'équation électrique concerne uniquement le circuit électrique de ce moteur. Et c'est la loi d'Émaille qui est utilisée ici. Donc U moins RI moins L dI sur dt moins la force contre-électromotrice est égal à 0. On peut aussi écrire U est égal à RI plus L dI sur dt plus E. Ça, c'est l'équation électrique. Ensuite, il nous faut un lien entre les deux, entre la partie électrique et la partie mécanique. En fait, il y a deux liens. Il y a la loi qui donne le couple en fonction du courant. Premier lien électromécanique. Couple est égal à un coefficient constant fois le courant d'induit. Et la deuxième loi, c'est celle qui relie la force contre-électromotrice à la vitesse de rotation. Et il se trouve que cette force contre-électromotrice est également proportionnelle à la vitesse de rotation. Et ce qui est remarquable, c'est que si vous utilisez les unités du système international pour modéliser, qu'est-ce qu'il y a de si important à se dire là-bas ? Vous pouvez en faire partager là, ou alors vous mettez à côté, ou je sais pas, vous discutez dehors. Bon. J'oblige personne à venir, hein. Ça j'ai oublié de le dire. Ça vous intéresse pas, hein. Venez pas. Alors, mais si vous venez, vous écoutez. Ces deux lois là, de relation entre la partie mécanique et la partie électrique vont permettre donc de donner l'équation, de calculer l'équation différentielle qui relie l'entrée de ce système. L'entrée de ce système, c'est ce qui varie, ce sur quoi on va agir, à savoir la tension d'induit, et la sortie de ce système. La sortie de ce système, c'est ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de rotation. Alors on va écrire ça. On rappelle, équation mécanique, équation électrique, relation entrée-sortie. Ce que je disais, donc, c'est que si vous utilisez les unités du système international pour modéliser votre machine, vous avez KE est égal à KM. Donc les coefficients entre le couple et le courant et entre la force contre-électromotrice et la vitesse sont les mêmes. Donc, KI, on réécrit l'équation mécanique en transformant le couple en KI. KI égale au couple est égal à F oméga plus J d oméga sur dt. On dérive cette équation. Donc K di sur dt est égal à F d oméga sur dt plus J dérivée seconde de la vitesse sur dt carré. Ensuite, on prend l'équation électrique et on remplace le courant. Donc là, on peut extraire le courant de ça. Hein, et ici, on peut extraire la dérivée du courant de ça en divisant tout par K. Hein.
Donc on a R fois I on l'extrait de là, I est égal à F oméga sur K plus J sur K d oméga sur dt, c'est ce qu'on met là, plus L sur K fois ce qu'on a établi là, donc fois DI sur dt qu'on remplace par ça, hein, plus K oméga est égal à U. K oméga étant le E là qu'on remplace par l'équation qui relie la vitesse à la force contre-électromotrice. Et voilà, on a une équadif, pratiquement, il suffit d'ordonner ça, de simplifier, de factoriser. On a une équation différentielle en oméga qui permet, linéaire, hein, qui est linéaire, à coefficient constant, qui permet de relier l'entrée U à la sortie oméga. Voilà comment modéliser un moteur à courant continu. Voilà, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Alors, il se trouve qu'un moteur à courant continu, effectivement, peut avoir un comportement du second ordre. C'est ce qu'on verra quand on étudiera les réponses temporelles des systèmes. On verra ce que c'est qu'une réponse du second ordre. Une réponse du second ordre, je peux déjà vous dire que ça peut éventuellement avoir un dépassement et une oscillation, comme ça, une pseudo-période qui s'amortit. Deuxième exemple, la suspension d'un véhicule. Alors, ici, on a en bleu ce rectangle bleu modélise la masse qui est associée à une des roues d'un véhicule. Ici, vous avez mv sur 4, justement pour dire que c'est la masse du véhicule divisé par 4. Ensuite, ça modélise l'amortisseur. Un amortisseur, c'est la mise en parallèle d'un ressort et suspension, pardon, c'est la mise en parallèle d'un ressort et d'un amortisseur. Hein. Si vous regardez au niveau de votre roue, vous avez le ressort qui est à l'extérieur et à l'intérieur, vous avez une espèce de pompe à vélo, là, il y a un piston et un cylindre qui est constitué de différentes chambres, de 2 chambres d'huile avec un piston qui permet dont la translation est freinée, d'autant plus que la vitesse est importante. Vous avez des systèmes hydrauliques qui permettent de freiner ce piston plus il va vite. Alors ça, c'est l'amortisseur. Ils sont donc en parallèle, ces deux-là, et ça constitue donc la suspension du véhicule. C'est relié à l'axe de la roue, à la roue, et on a ramené toute la masse de la roue au niveau de ce deuxième rectangle bleu de masse MR. Et vous avez un dernier ressort qui, lui, modélise le caoutchouc de la roue. Hein. La roue, lorsque vous lui soumettez un effort verticale, elle va s'écraser dû à la pression dans la chambre à air. Non, il n'y a pas de chambre à air, dans la pression dans le pneu à l'intérieur, emprisonné dans la roue, et dû à l'élasticité également du caoutchouc. Et c'est ce KR, alors ici c'est une approximation, parce qu'il y a aussi un amortissement à ce niveau-là, on le néglige, ce KR modélise ce ressort-là. Alors ici, on définit un état d'équilibre. Vous voyez ces pointillés, là on a défini un axe Z. Vous avez le niveau de la route nominal. Vous avez le niveau nominal de l'axe de la roue par rapport, de l'axe de la roue, voilà. Et vous avez le niveau nominal de la caisse du véhicule. Et puis après, on définit des niveaux par rapport à ces niveaux nominaux. C'est-à-dire ici, imaginez qu'on roule sur un caillou, la roue va se déformer, donc cette distance-là risque de diminuer, et en plus le niveau de la roue, le ZC va changer par rapport à la valeur nominale. Ici, ce ZR, le centre de la roue par rapport à Z2 risque aussi de varier dû à cette déformation, donc ce ZR
symbolise, enfin modélise l'écart par rapport à la position nominale du centre de la roue, et ce ZV modélise, lui, l'écart de la position de la caisse par rapport à sa position d'équilibre. Ici, on raisonne à l'équilibre. À l'équilibre, donc la première situation à gauche, on a le bilan des forces qui est nul. Alors qu'est-ce que c'est, ces forces? C'est les forces qui sont, par exemple, dues à ce ressort-là, à la compression de ce ressort de suspension, qui normalement, à l'équilibre, compense parfaitement la masse au niveau de la roue. Donc vous avez la masse au niveau de la roue en vert qui est parfaitement compensée par le ressort de la suspension. Et de manière statique, c'est-à-dire à l'équilibre, ça ne bouge pas, vous n'avez pas d'influence de l'amortisseur. L'amortisseur n'agit sur la caisse ou sur la roue d'ailleurs que lorsqu'il y a mouvement, donc pas à l'équilibre. Ici, vous n'avez aucune force qui est due à ça, que due au ressort. De la même manière, si on s'intéresse au bilan des forces sur le corps qui est constitué par la roue, donc ce deuxième rectangle là, le bilan des forces à l'équilibre est nul. Et ce bilan des forces, il est dû qu'au ressort. Le ressort de l'amortisseur, donc vous retrouvez cette force-là dans l'autre sens au niveau de la roue, forcément, il y a équilibre des forces. Vous avez la masse de la roue en elle-même qui agit dans ce sens-là, et vous avez, s'opposant à ces deux masses, donc masse de la roue et force due à la caisse, finalement, ça c'est la masse, ça c'est aussi égal à la masse de la caisse, parce que ça c'est égal à ça qui est égal à ça. Toutes ces masses-là sont équilibrées par le pneu qui supporte tout ça. Et le pneu, il appuie d'autant plus qu'il est comprimé. Donc là aussi, vous avez quelque chose qui dépend d'une variation de longueur, une variation de longueur de la jante. Alors, ce qu'il faut noter ici dans cet exemple, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, c'est qu'on va raisonner maintenant, l'automatique ne s'intéresse pas à l'équilibre. C'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on s'intéresse à la dynamique des systèmes. C'est-à-dire comment ça va varier dynamiquement, par exemple, lorsqu'il y a un caillou qui apparaît. Donc, on ne va pas s'intéresser à l'équilibre, on va annuler toutes ces forces, on va considérer que toutes ces forces en position d'équilibre, leur bilan est nul. Et on va s'intéresser juste à ce qui se passe lorsqu'on s'écarte de la position d'équilibre. Donc on va raisonner autour de l'équilibre. Et pour ça, donc, on fait cette analyse-là. Donc là, c'est une analyse de variation des effets, des efforts, du bilan des efforts qui sont juste dus aux variations autour de la position d'équilibre. Et on sous-entend là que toutes les autres forces qui sont à l'équilibre se compensent. Alors, qu'est-ce qui varie? Vous avez la variation de compression du ressort de suspension qui produit une force rouge là, de valeur moins KS. KS, c'est la raideur du ressort, c'est des newtons par mètre, fois la différence de variation entre la hauteur de la caisse et la hauteur de la roue. Donc c'est ce delta entre centre de la roue et niveau de la caisse là qui va provoquer une variation de la compression de ce ressort de suspension. Et comme ça bouge, vous avez aussi l'amortisseur qui joue. Et cet amortisseur va exercer un effort, mettons que la caisse, que la suspension se comprime. À ce moment-là, l'amortisseur va réagir, va s'opposer à cette compression justement pour atténuer cet effet-là, et va provoquer une force bleue aussi vers le haut qui sera proportionnelle à la vitesse de variation de la distance entre le centre de la roue et le niveau de la caisse. Donc moins Fs fois la dérivée par rapport au temps de cette distance relative, de cette variation-là.
Vous faites la même analyse au niveau de la roue. Vous avez cette force-là qui est égale à moins cette force-là. Vous avez un bilan des forces forcément au niveau du ressort. La force qui s'applique d'un côté et la force qui s'applique de l'autre, qui est là, doivent avoir un bilan nul. Donc ici, vous retrouvez moins ça. Ça, c'est l'action du ressort de suspension sur la roue. Vous avez l'effet de l'amortisseur qui a un bilan des forces nulles. Donc cette force bleue se retrouve à l'envers également au niveau de la roue. Et vous avez une troisième action qui est due à l'interaction roue-sol via le pneu et qui dépend juste de la raideur. La raideur de ce pneu, moins KR, fois la variation de hauteur entre le niveau de la route et le niveau du centre de la roue. C'est bon là Comprenez? Je fais pas trop vite? C'est clair? Faut vous se péter, Parce qu'un cours, ça doit être interactif, un cours. Alors pas interactif entre vous, mais entre vous et moi. Et l'intérêt d'avoir encore le prof devant vous, c'est de pouvoir lui poser des questions. Parce que sinon, on peut très bien passer une vidéo. Donc n'hésitez pas. Ne soyez pas timide et si jamais vous ne comprenez pas, il faut poser les questions. Alors, voilà. On va donc écrire les équations dynamiques au niveau du véhicule et au niveau de la roue. Ça fait deux équations. Masse du véhicule divisé par 4, donc ce qui se retrouve au niveau d'une roue, fois l'accélération de la caisse au niveau de la roue, est égale à la somme des forces sur la caisse à ce niveau-là. Donc celle due au ressort de suspension et celle due à l'amortisseur. Et d'autre part, ça c'est donc une première équation différentielle qui concerne le comportement du véhicule. Et deuxième équation différentielle, elle concerne le comportement de la roue en elle-même, qui vous écrivez la même chose. Donc masse de la roue fois l'accélération du déplacement du centre de la roue est égale à somme des forces qui agissent dessus. Donc vous avez la force qui est due à la suspension, donc ça c'est exactement des signes opposés à ça. Voilà, c'est les mêmes forces. Et puis une force supplémentaire, donc interaction avec le sol. Problème, ici vous ne pouvez pas simplement relier l'entrée ZC à la sortie ZV. ZC c'est la hauteur du caillou et ZV c'est la hauteur du véhicule. C'est pas simple. Vous ne pouvez pas l'écrire, l'équadif là, qui contient en entrée, enfin à droite, qui contient le ZV, et à gauche qui a que des dérivés de ZC. Pardon, à droite qui a ZC et à gauche qui a que des dérivés énièmes de ZV. C'est pas possible. Bon, alors comment modéliser ça simplement, comment s'en sortir malgré tout, c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Troisième exemple. Un régulateur de niveau d'eau. Vous avez un réservoir qui est alimenté en liquide et là aussi vous avez un état qui correspond à l'état d'équilibre. L'état d'équilibre, c'est celui pour lequel on a un débit Q0 en entrée, une hauteur H0 au niveau de la cuve et un même débit évidemment Q0 en sortie, forcément. Et là aussi, on va travailler autour de cet état d'équilibre. On va s'intéresser aux variations dynamiques en fonction du temps autour de cet état d'équilibre. Cette variation au niveau de l'entrée s'appelle QE. C'est plus ou moins un débit autour du débit d'entrée. La variation de niveau, ça va être H, plus ou moins une hauteur par rapport à la hauteur nominale. Et la variation de sortie, ça va être QS, une variation du débit de sortie, autour de Q0.
Comment modéliser un tel système? Alors, il nous faut la résistance du tuyau de sortie. C'est donné par la variation de hauteur de liquide par rapport au débit de sortie. Et il nous faut une équation qui nous donne la hauteur de liquide en fonction des variations de débit. C'est-à-dire, bon, évidemment, quand vous avez Q0 là et Q0 là, ça risque pas de bouger, hein, mais c'est seulement lorsque QS moins QE est non nul que vous avez une variation de hauteur de niveau qui dépend évidemment de la section de votre cuve, donc la surface de la section. Enfin, la section, c'est la surface d'une coupe de la cuve. Hein. Donc voilà une autre équation qu'il va falloir écrire. Alors, pour ce qui est de la résistance d'écoulement, vous avez ici une courbe qui vous donne, enfin, une courbe, déjà ça vous dit qu'on n'a pas un système qui est linéaire, mais qui va être linéarisé autour de H0. Alors ici c'est le fonctionnement nominal, et vous voyez quand vous mettez plus H là, une hauteur un peu plus que la hauteur d'eau nominale, vous avez un début qui augmente et qui augmente de QS, Q0 plus QS, qui passe de Q0 à Q0 plus QS. Alors on va linéariser ce comportement-là autour du point nominal. Pour ce faire, on va calculer la tangente en H0. Voilà, donc on trace cette courbe, on repère H0, on trace la tangente, on regarde l'angle par rapport à l'horizontale, et ce qui nous intéresse, c'est ce tangente alpha en Q0, et ça, c'est ce qui nous donne ce qu'on appelle la résistance de l'écoulement. Donc c'est le rapport entre hauteur d'eau, enfin variation de hauteur d'eau par rapport à H0 et débit de sortie. Bon, et d'autre part, il nous faut la variation de hauteur en fonction de la variation des débits. Donc variation de hauteur par rapport au temps, donc si vous divisez tout par dt, là, C fois variation de hauteur, ça donne un volume, et c'est le volume durant un temps dt. Le volume durant un temps dt, c'est la différence de débit fois dt. Voilà, ça donne un volume. Donc ça, c'est ce qui vous dit comment le niveau varie en fonction des variations de débit en entrée et en sortie. À partir de ces équations-là, vous pouvez modéliser votre système. Donc on rappelle ça c'est juste cette équation d'écoulement, on a fait diviser par dt. Et on a remplacé QS par H sur R. Hein. On multiplie tout par R. Et on obtient donc une équation différentielle, celle-ci, d'ordre 1, qui est linéaire à coefficient constant. Vous avez donc en entrée, donc les coefficients constants, c'est le R là, qui est linéarisé pour un certain point de fonctionnement. Le C, la section de la cuve, qui est constante. Vous avez d'un côté à droite les entrées, donc le débit d'entrée, et à gauche la hauteur de niveau qui intervient en H et en dH sur dt. Voilà, donc c'est une équadif linéaire d'ordre 1 à coef constant, donc un comportement de type premier ordre, exponentielle croissante. Voilà. Et quatrième exemple, échangeur thermique. Donc là, on est d'autres domaines de la physique. Alors on balaye là, c'est pour vous montrer que l'automatique, c'est pas seulement les systèmes électriques.
Donc, vous voyez un petit panel, disons, des systèmes qui peuvent être modélisés et régulés avec les techniques de l'automatique. Dernier exemple, donc un système thermique. Alors c'est un échangeur. L'échangeur thermique, vous en trouvez par exemple dans les centrales thermiques ou dans les centrales nucléaires. Imaginez ici de la vapeur qui vient du générateur de vapeur. Enfin, non, plutôt là. Non, c'est pas un bon exemple. Non, là c'est plutôt. Ça sera plutôt au niveau d'un condenseur alors. Bon bref, c'est un chauffage. Échangeur thermique, vous avez d'un côté un générateur de vapeur, mettons une centrale géothermique qui génère de la vapeur, et vous voulez chauffer de l'eau pour chauffer des bâtiments. Vous avez ici donc la vapeur qui arrive avec un certain débit que vous pouvez régler. Cette température, la température de la vapeur qui arrive, là c'est θVE, le débit c'est WV. Et ce débit est réglable. Et puis vous voulez chauffer de l'eau avec ça, donc vous avez un serpentin là qui circule dans cette boîte à vapeur là. La température de l'eau qui rentre dans cet échangeur c'est θEE, donc θ pour eau entrée, et la température de sortie de l'eau c'est θE. Alors il se trouve que le capteur n'est pas directement à la sortie de cet échangeur. Il se situe un peu plus loin, et comme l'eau circule avec une certaine vitesse à l'intérieur du tuyau, il va y avoir un retard, c'est-à-dire entre le moment où l'eau sort ici à une certaine température et le moment où elle est mesurée, il va y avoir le temps de circulation de l'eau là qui va intervenir entre là et qui n'est pas négligeable. C'est de l'eau, c'est pas du courant, donc c'est pas instantané. C'est un fluide. Ça marche aussi avec l'air, ce genre de problématique. Et en sortie, vous avez la température de sortie de la vapeur qui est θV. Alors, la chaleur, la modélisation se base sur ces équations-là. Tout d'abord, la chaleur amenée par la vapeur, c'est égal au débit massique fois la chaleur massique de la vapeur fois la variation de température de la vapeur. Et ça, c'est des watts. Le bilan des chaleurs, c'est la différence de température entre eau et vapeur. Donc ça, c'est ce qui voulait la partie de chaleur ou de puissance de chaleur qui va se propager, qui va se transmettre de la vapeur à l'eau, dépend du différentiel de température entre vapeur et eau. Donc θV moins θE, divisé par la résistance thermique moyenne, parce que là il faut raisonner en moyenne dans l'échangeur, de cet échangeur. En plus le différentiel, si vous avez de l'eau très froide, ça veut dire quoi ça, cette équation, Ça veut dire que si vous avez de l'eau très très froide et de la chaleur, de la vapeur très très chaude, la quantité de chaleur qui va aller de la vapeur à l'eau va être plus importante que si vous avez un différentiel très faible. Et puis vous avez le flux de chaleur nette. Ça c'est uniquement pour la vapeur, qui est égal à la capacité thermique de la vapeur fois la variation de température de la vapeur. Donc ça d'un côté, ça c'est égal à la variation de chaleur, QV moins QE. QE c'est ce qui est envoyé dans l'eau, et QV c'est la chaleur amenée par la vapeur.
Donc, je rappelle ces équations qu'on a établies. On écrit donc le flux de chaleur nette au niveau de la vapeur, le flux de chaleur nette au niveau de l'eau, et l'équation de mesure qui rend compte d'un retard entre la température en sortie d'échangeur et la température au niveau du capteur. C'est ce taux. Taux, bon, typiquement, n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit de fluides qui se déplacent dans des tuyaux. C'est négligeable lorsqu'il s'agit d'électricité, c'est clair. Bon, alors là, on a un problème. On a, bon, non seulement deux équations différentielles, mais on a aussi une entrée qui se... Vous voyez que là, vous avez la variable qui est dérivée, la température, une des températures qu'il va falloir estimer, et vous avez un produit entre l'entrée et la variable de sortie. Donc c'est non linéaire. Vous avez un système qui est non linéaire, il y a deux équations, et en plus, il y a un retard. Bon, alors clairement, ce système-là, on ne va pas pouvoir le traiter, à moins de le linéariser, avec les outils de ce cours-là. Le retard, donc pour ce qui est de la partie non linéaire. Par contre, pour ce qui est de la partie retard, on va vous fournir également dans ce cours des outils pour raisonner, pour traiter les systèmes à retard. Parce que les systèmes à retard, ils sont quand même relativement répandus. Et il n'est pas très compliqué, disons, de généraliser les principes qu'on va énoncer dans ce cours aux systèmes à retard. Donc les systèmes à retard font partie de ce cours. Voilà, on va rester là. Je vous remercie.